Alors, le prochain épisode, c'est que nous connaissons les Israéliens. D'ailleurs, il faut lire, en filigrane, les réactions du président Biden. Netanyahou va pas s'arrêter là. Il a eu ce qu'il cherchait, c'est-à-dire qu'il lui a eu à la fois la monnaie de sa pièce, mais il avait besoin de cette pièce pour déclarer une fois de plus qu'Israël était attaqué, qu'Israël avait le droit de se défendre, qu'Israël devait se venger le cas échéant, et que nous ne pouvions pas en rester là. Et ne pas en rester là, c'est essayer de frapper éventuellement l'Iran. Mais pas seulement l'Iran, parce qu'il y a un débat, peut-être pas au sein du cabinet de défense israélien, mais il y a un débat, un fort, un violent débat au sein de la société israélienne. Et M. Netanyahou, quelle que soit son envie d'y aller, quel que soit son fanatisme, c'est aussi que les Américains le suivront, l'aideront, le cas échéant, à se défendre, ce qu'ils viennent de faire, parce qu'encore une fois, ce ne sont pas les Israéliens tout seuls, c'est une coalition, une véritable coalition. On se demande même si les Saoudiens n'y ont pas participé. Par contre, se sont abstenus, ça absolument, c'est sûr, le Koweït, libéré par les Américains, c'est assez drôle, le Koweït et le Qatar. Maintenant, les Émirats arabes unis, il faut savoir que la France a une base à Abu Dhabi, n'a pas également contribué, joué un rôle dans la défense à 98% du sol israélien. Donc, M. Netanyahou n'est pas véritablement coincé, mais ils doivent faire avec. Si les Américains lui refusait les armes offensives ou la couverture satellitaire, ce qui est essentiel dans ces cas-là, ou l'usage de certains AWACS américains. AWACS, c'est les avions de surveillance électronique qui se positionnent en haute altitude, son offensive sur des objectifs sensibles, militaires, peut-être pas les centrales nucléaires iraniennes, risquerait d'échouer. Toujours est-il que M. Netanyahou se dit, j'ai un créneau, une fenêtre de tir. Les circonstances n'ont jamais été aussi bonnes. Ça permet de faire oublier l'échec de Gaza, où ils en sont réduits à tuer les enfants et les petits-enfants du grand chef Ismaël Haniyeh. On lui a tué 3 fils et XN petits-fils, petits-enfants. Mais ils ont beau dire qu'ils ont tué 15 000 membres du Hamas. Les 15 000 membres du Hamas sont des civils palestiniens, mais pour eux, de même que les Allemands étaient totalement coupables de tout ce qui s'est passé lors de la Seconde Guerre mondiale. Les Palestiniens sont totalement coupables de ce qui s'est passé le 7 octobre, tous sans exception, du plus petit au plus grand. Donc, il est dans l'impasse, il s'est lui-même empiégé, embourbé à Gaza, ça ne marche pas, il annonce son offensive sur Rafah, et maintenant, d'ailleurs, on peut dire merci aux Iraniens qui ont permis de différer et on espère également annuler cette offensive sur Rafah. Donc, de maintenant, il a cette occasion presque inespérée, mais qu'il a provoquée par le bombardement du consulat de Damas, du consulat iranien à Damas. Eh bien, il aurait tort de s'en priver. Les Américains n'ont beau lui prodiguer les plus précises, dures, péremptoires objurgations, il n'en fera qu'à sa tête. Et alors, M. Biden, je me répète, lui a dit on assurera toujours la sécurité d'Israël, c'est-à-dire qu'on empêchera que les choses ne dégénèrent ou n'aillent au-delà d'un certain point, mais ça ne veut pas dire plus. Tout le monde, même M. Macron, se fout de M. Macron, fait preuve d'une... On va revenir sur lui peut-être dans la prochaine et dernière question, sur la sécurité européenne, fait preuve d'une grande réserve, d'une grande retenue et appelle à la désescalade. Oui, 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 personne ne veut d'une guerre régionale. Les Américains ont fort à faire, ils ont un conflit en Ukraine, un conflit au Levant, c'est-à-dire un conflit israélo-palestinien. Ils ont des tensions en mer de Chine.
avec la Chine dont il faut se méfier. Les Américains ne peuvent pas faire front partout. La grande doctrine américaine, militaire, c'était la guerre à la rigueur, nous nous préparons à une guerre sur 2 fronts. Mais là, si on regarde bien, avec ce qui se passe au Soudan, ce qui se passe ici et là, enfin, bon, on peut multiplier les exemples. Les Américains, même Haïti, pourquoi pas, font partie des préoccupations majeures de Washington. Donc, ils ne peuvent pas être partout, hein, ils ne peuvent pas faire front partout. L'Ukraine a épuisé leurs réserves, ils ont même été en chercher. On se moque de la Russie qui est allée chercher des obus en Corée du Nord, mais eux, ils ont vidé les arsenaux de la Corée du Sud, même à une certaine époque, les arsenaux israéliens. Ils avaient besoin de tout et ça ne suffisait pas pour le front ukrainien. Alors, est-ce que M. Netanyahou va se jeter à l'eau, pressé qu'il est à la fois par les messianistes, parce qu'il a un clan messianiste, des sicaires, hein, ceux qui ont fait la guerre contre les Romains du temps de... C'était Vespasien, oui, Vespasien et de son fils Titus. Non, je dois me tromper. Non, c'était sans doute Vespasien. Les sicaires, c'était les gens au couteau. D'ailleurs, on manie beaucoup le couteau en Australie en ce moment. Et contre les sicaires qui sont au gouvernement et qui veulent absolument en découdre. Parce que ils y croient dur comme fer, mais ils n'ont pas le monopole du messianisme. En Iran aussi, le messianisme est bien présent. Ils pensent que si on a une guerre, peut-être pas une guerre mondiale, encore que ça serait pas étranger à leurs vœux profonds. Si on a déjà une grosse guerre régionale, ça fera peut-être venir euh, le Messie, c'est ce qu'ils appellent Armageddon. Et puis il y a les eschatologues ordinaires, ceux qui veulent le grand Israël, ça c'est plutôt les eschatologues laïcs, sionistes durs, comme Jabotinsky, qui a été le mentor, le maître à penser du père de M. Netanyahou, qui veulent Israël de l'Euphrate, du Nil à l'Euphrate. Et donc en faisant place nette, comme dans le livre de Josué, on fait place nette, mais là je ne dis pas du mal de la Bible, hein, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Dans la Bible, il y a à boire et à manger, il y a tout ce que l'on veut, et il y a notamment les nombres 31. Moïse demande qu'on extermine les méchants, je crois que c'est les Cananéens. Et quant à Josué, lui, il fait exterminer tout le monde. Immoler, c'est une immolation, c'est un véritable holocauste. Il y a un sacrifice fait à Dieu de toutes les populations, du chat de la maison, en passant, je ne sais pas s'ils avaient des chiens, par la chèvre, le mouton, le bœuf, tout le monde, et c'est offert exclusivement à la divinité. Divinité de la guerre, divinité de la vengeance, divinité de la colère, divinité aussi du marchandage, puisqu'il marchande avec son peuple élu. Et tout ça, d'ailleurs, ce grand Israël, puisque c'est la terre de promission, Yahvé a promis cette terre à son peuple élu. Il est étrange, et là je conclus là-dessus, que à une époque, on n'a jamais dit autant de mal de la religion, ravalée au rang de ville superstition, où on démolit les églises, on les fait cramer. C'est l'anniversaire d'ailleurs j'allais dire du meurtre, non de l'incendie criminel, l'incendie terroriste de Notre-Dame de Paris. Parce que c'est pas un mégot ou un petit court-circuit sur un chantier qui ont enflammé des poutres dures comme de la pierre, et sur 100 mètres de long, hein, qui avaient des poutres de 800 ans. Donc, on fait griller, on profane nos églises, on casse les statues, on profane les cimetières catholiques, mais ça ne gêne personne. C'est une persécution à bas bruit. Et en Australie, un prêtre assyrien, les prêtres assyriens, c'est une des multiples églises chrétiennes orientales, est poignardé. Peut-être mettrez-vous la vidéo en ligne, vient d'être poignardé pendant l'office.
après le meurtre, les meurtres en série du supermarché qui datent d'hier ou d'avant-hier, d'hier. C'est l'Australie aussi connaît cette vague de terrorisme sur Inner. C'était la pratique des sicaires, mais là, les sicaires, apparemment, seraient du côté des musulmans. Donc, une nouvelle secte des assassins, mais pour des meurtres de masse. Les Hachachines, les hommes du vieux de la montagne, tuaient non pas de façon indiscriminée, comme les sicaires, mais tuaient des cibles politiques bien définies pour imposer, comme on dit aujourd'hui, pour imposer sa loi. Donc, monsieur Netanyahou est devant un choix difficile, mais j'écoutais, je voyais des hyper spécialistes de la question nous dire que monsieur Netanyahou, de toute façon, allait y aller, mais on ne sait pas quelle sera exactement la cible, ni quand, ni comment. Alors la cible, ça peut être aussi, hypothèse basse, non pas de viser l'Iran, puisque les États-Unis ne suivront pas. Israël va être seul avec des moyens militaires, des vieux, ils ont peut-être quelques F-35 maintenant, ils ont surtout des vieux F-16, mais ils ont des sous-marins, des sous-marins diesel, mais extrêmement efficaces, puisque ce sont les Allemands qui les ont donnés à Israël. Ils en ont 2, 3, 4, 5, je sais pas, au moins 3, 4, qui se promènent dans le golfe Persique, enfin dans ces eaux-là, et qui peuvent balancer des missiles sur des installations ou des centres de commandement iraniens. Ils peuvent faire des dégâts avec ça. Bon, on n'a pas seulement besoin des F-16. Mais il y a une autre, l'hypothèse basse que j'étais en train d'évoquer, c'est celle d'une attaque sur le sud Liban, jusqu'au fleuve Litanie et au-delà, pour éradiquer la menace du Hezbollah. Ça, c'est tout à fait possible. Donc, limiter le champ du conflit, ne pas franchir non plus certaines limites, ce qu'avait su faire avec sagesse l'Iran, en disant un point partout. L'Iran qui avait, je me répète, calculé pour ne faire aucun dégât en Israël, pour que les trajectoires de ces engins soient parfaitement connues, repérées et donc destructibles, sauf les missiles balistiques qui sont arrivés à côté d'Imona et qui constituent le véritable avertissement. Maintenant, qui vivra verra, la suite au prochain épisode, mais ça devrait aller assez vite. Oui, alors pour ne pas conclure ces épisodes qui se succèdent à grande vitesse, à vitesse grand V, qui sont plus inquiétants les uns que les autres, parce que c'est vrai, mais là, il y avait quand même un signe positif, M. Macron freinait des 4 fers. Et puis, pas lui tout seul. Ils se rendent bien compte que les choses vont trop loin, trop vite, et que surtout, il faut les arrêter au bord de l'abîme. Un peu cette course comme dans La Fureur de vivre avec James Martin. Il y a 2 voitures qui sont lancées vers le bord d'une falaise, et celui qui a gagné, c'est celui qui jette avant d'être précipité dans le vide et dans l'abîme. Eh bien, nous y allons tout droit. Toujours est-il que M. Macron a l'air de faire également des siennes. Il ne s'appelle pas M. Netanyahou, mais il est plus sournois, plus hypocrite, et il aurait, si l'on se réfère au site de Boris Karpov, qui a l'air d'être plutôt bien informé, il aurait déjà envoyé sur le front ukrainien, alors je ne peux pas vous ouvrir la fenêtre qui me donnerait une information plus précise sur le front ukrainien, des éléments de la Légion étrangère. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de cet entretien avec le petit foutriquet de LCI, du grand Tolstoï. Il y avait un contraste entre le petit greluchon de journalistique,
Piotr Tolstoï, petit-fils de l'écrivain socialiste Tolstoï, qui lui disait: envoyez des hommes en Ukraine et on les détruira un par un et le plus vite possible. Et il y a différentes informations qui arrivent de Russie disant que ils seront des cibles prioritaires et on va les renvoyer, préparer les cercueils, plutôt, ce sont des sacs à viande, on va vous les renvoyer vite fait. Pauvre légion étrangère qui sert de chair à pâté, de chair à saucisse, et que l'on va envoyer dans le hachoir, le hachoir ukrainien. Parce que apparemment les Russes ne leur feront pas de cadeaux. Ils ont une bonne raison. C'est pas par méchanceté pure. C'est simplement ils veulent arrêter le feu pendant qu'il en est temps, c'est-à-dire faire un exemple. Si les Français se font décimer en 48 heures, eh bien, les autres États européens n'enverront pas leurs soldats faire les guignols dans les tranchées, alors que ce ne sont que l'Ukraine n'est pas leur combat, que l'Ukraine est un fiasco diplomatico-militaire extraordinaire. N'oubliez pas que Madame Nuland, qui était vice-secrétaire d'État américaine, avait bien expliqué qu'elle avait dépensé 4 milliards de dollars pour mettre en branle le coup d'État, parce que ce qu'on appelle la révolution de Maïdan, c'est un coup d'État. On a chassé le président régulièrement élu pour mettre un homme des Américains à la place. Et que les accords, c'est Monsieur Boris Johnson qui nous a dit, mais Madame Merkel l'a dit, Monsieur Hollande l'a dit, les accords de Minsk 1 et 2 de décembre et de février 2014 et de février 2015 ont été dénoncés, n'ont servi qu'à gagner du temps pour réarmer une armée ukrainienne qui a tiré à feu continu sur les enclaves, non pas russophones, mais russes du Donbass, Lugansk et voilà. Et donc, ce qui a fait 15 000 morts en 7 ans, à peu près, donc la responsabilité de la guerre, on la rejette entièrement sur la Russie, mais c'est une ignominie. Donc, si Macron a vraiment envoyé ce qui est possible, et peut-être même probable, à envoyer des soldats en Ukraine, c'est un sinistre crétin et c'est surtout un traître. Je vous renvoie à mon livre Imposture et trahison. Monsieur Macron ne défend pas les intérêts ni des Français ni véritablement des intérêts. Il défend des intérêts supranationaux, multinationaux, oligarchiques, appelez-les, ou cryptarchiques, appelez-les comme vous voudrez. Maintenant, un dernier mot pour dire ce qui s'est passé. Vous allez voir la courte vidéo d'un prêtre qui se fait assassiner en plein office, un prêtre assyrien à Sydney. Oui, à Sydney. Et ça fait suite à l'aimable tuerie au couteau dans un supermarché australien. Les Australiens sont très loin des foyers de troubles, des points chauds de la planète, mais ils sont rattrapés aussi par l'histoire méphitique de l'Occident. Il y a quelques années, d'ailleurs, il y avait eu un attentat dans une boîte de nuit. Il faut dire qu'ils ne sont pas loin non plus de l'Indonésie, et que l'Indonésie doit regorger subrepticement, doit regorger en fanatiques de tout genre. Mais les fanatiques, nous les avons aussi. Ils sont à la Knesset, pas toute la Knesset, bien sûr. Ils sont à la Knesset, ils sont à Paris, grassement payés au Palais Bourbon et au Sénat. À l'Élysée, ces gens sont des chapons dorés, des chapons dodus, et ces gens-là sont de véritables irresponsables dont il conviendrait de les chasser, espérons déjà par les urnes. Ce serait déjà pas mal avant de voir en arriver à d'autres expédients. À bientôt toutes et tous pour des informations moins sinistres et pour des jours meilleurs.